Pourquoi diable tenait-elle tant à travailler pour lui? Il ne la laisserait pas partir avant d'avoir découvert ses motifs si j'échoue. Vous pourrez toujours engager quelqu'un d'autre. Ross avait la réputation d'être un homme raisonnable. Embaucher cette demoiselle serait une pure extravagance, une sottise. Il entendait déjà les commentaires de ceux qui travaillent avec lui à Bow Street. Il ne douterait pas qu'il l'avait prise à son service pour des raisons qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ses compétences supposées ou réelles, et il n'aurait pas tort. Il y avait bien longtemps qu'il n'avait été aussi puissamment attiré par une femme. Il voulait la garder auprès de lui pour jouir de sa beauté, de son intelligence, et pour découvrir si cette attirance était réciproque. Il essaya de réfléchir sagement, de peser le pour et le contre scrupuleusement, mais ses besoins virils étaient tels qu'ils l'empêchaient de penser correctement. Et pour la première fois dans sa carrière de magistrat, il laissa le désir prendre le pas sur la raison. Les sourcils froncés, il s'empara d'une pile de documents, au hasard. Connaissez-vous le E.U. Encrail? Elle saisit avec précaution les papiers qui lui tendait l'hebdomadaire d'information de la police. Oui, il contient la description détaillée des délits et des délinquants. C'est un outil de travail très édifiant. Y sont également répertoriés les crimes commis hors de ma juridiction. Dans ces feuillets, vous trouverez des analyses provenant de maires et de magistrats de toute l'Angleterre, Arthur Clewen, maréchal ferrant de son état, environ 1,80 mètres, cheveux bruns frisés, voix efféminée, nez épaté, accusé de fraude à Chichester Mary Thompson, alias Hobbs, alias Chiswick, grande et maigre, cheveux blonds peu raides, accusé de meurtre à l'arme blanche à Wolverhampton. Ces notes doivent être rassemblées et recopiées toutes les semaines. La coupa sèchement Ross. Et ce n'est qu'une infime partie du travail qui vous attend. À partir d'aujourd'hui, cette tâche vous incombera. Il lui indiqua une petite table recouverte de livres, de dossiers et de lettres dans un coin de la pièce. Et vous vous installerez ici. Oui, nous devrons partager le même bureau. Il n'y a de place ailleurs, mais je suis la plupart du temps occupée à mener des enquêtes à l'extérieur. Si je comprends bien, je suis engagée. Merci, Sir Ross. Il la toisa avec ironie. Mettons-nous bien d'accord, si j'estime que vous ne convenez pas, vous accepterez ma décision sans protester. Oui, monsieur. Autre chose. Vous ne serez pas tenu d'aller dans le fourgon des prisonniers chaque matin. Vickery s'en chargera, mais vous disiez que cela faisait partie des responsabilités de votre assistante. Et j'êtes-vous en train de discuter mes ordres, mademoiselle Sidney, Non, Sir Ross. Très bien. Vous devez avoir fini le Hue and Cry à 14 heures. Ensuite, vous vous rendrez au numéro 4 de Bow Street. Vous y trouverez un dénommé Ernest, le garçon de course. Dites-lui où sont vos affaires. Il ira les chercher après avoir déposé le Hue and Cry à l'imprimerie. Oh, c'est inutile, assura Sophia. Je me rendrai à mon meublé par mes propres moyens. Il est hors de question que vous vous déplaciez seul dans Londres à pied. À partir de maintenant, vous êtes sous ma protection. Si vous voulez aller quelque part, Ernest ou l'un de nos agents vous accompagnera. À l'expression de son regard, il comprit que ces dispositions lui déplaisaient, mais elle se garda de les contester. Vous emploierez le reste de la journée à vous familiariser avec mon bureau et ma résidence privée. Je vous présenterai à mes collègues plus tard. Me présenterez-vous aussi aux officiers de police? Je doute que vous puissiez les éviter bien longtemps. Ross redoutait leur réaction quand il verrait qu'il avait engagé une et non un assistant. Il se demanda si Sophia n'avait pas postulé à ce poste uniquement pour les côtoyer. Les officiers de police faisaient figure de héros romantiques aux yeux de nombreuses ferventes lectrices de romans à 4 sous où l'on vantait leur mérite. L'ambition de Sophia était peut-être d'en séduire un. Si tel était le cas, elle n'aurait pas de mal à y parvenir. La plupart d'entre eux étaient des coureurs de jupons invétérés, célibataires de surcroît. À ce propos, je n'autorise pas les idylles à Bow Street. Nos officiers, nos agents ou nos clercs ne sont pas libres. Bien entendu, je n'émets aucune objection à ce que vous voyiez quelqu'un en dehors que vous, susurra-t-elle. Vous n'êtes pas libre non plus. À la fois pris de court et troublé par cette question surprenante, il se demanda quel jeu elle jouait. Le visage impassible, il rétorqua « Bien sûr que non ». Avec un léger soupir, elle se dirigea vers la petite table encombrée.
En moins d'1 heure, elle avait classé et soigneusement recopié les notes d'une écriture claire et aérée qui enchanterait l'imprimeur. Elle travaillait en silence et avec une économie de mouvement telle que Ross aurait oublié sa présence, s'il n'y avait pas eu son parfum. Des subtiles effluves qui lui chatouillaient les narines et venaient le distraire malgré lui. Une senteur de thé et de vanille qui se mêlait à celle de sa peau pour former une redoutable essence. De temps à autre, il lui lançait un coup d'œil discret, admirant secrètement la délicatesse de son profil, la ligne nette de son menton, son nez droit, les ombres que ses longs cils projetaient sur ses joues, les reflets changeants de ses cheveux. Absorbée dans son travail, elle écrivait avec application, penchée sur les feuillets. Ross ne put peu s'empêcher de se demander l'effet qui lui ferait ses mains fines sur son corps. Serait-elle chaude ou fraîche ? Sous son apparence réservée, on devinait comme une audace contenue qui pourrait se libérer dans la volupté. Si toutefois un homme parvenait à s'immiscer en elle, au propre comme au figuré, un afflux sanguin lui donna le vertige. Il s'en voulait d'être aussi violemment attiré par elle. Son désir était presque palpable. Il semblait emplir la pièce. Comment avait-il pu supporter ces mois, ces années d'abstinence ? Le besoin de caresser la peau de la femme, de sentir sa bouche sous la sienne, lui devenait insupportable. Alors que son désir atteignait un point culminant, Sophia se leva et s'approcha de son bureau avec ses copies. « Cela correspond-il à ce que vous attendiez » s'enquit-elle. Il les parcourut rapidement du regard, incapable de déchiffrer un mot, et les lui rendit avec un bref hochement de tête. « Je vais les remettre à Ernest », annonça-t-elle en quittant la pièce dans un bruissement d'étoffe. Dès qu'elle eut refermé la porte, Ross expira d'un coup, tous l'air retenu dans ses poumons, et se dirigea vers le siège où Sophia s'était assise. Mu par une faim presque animale, il en effleura le dossier, les accoudoirs, cherchant la chaleur qui aurait pu s'attarder sur le tissu ou sur le bois. Il inspira profondément dans l'espoir de s'imprégner de son odeur. Bien que ses besoins physiques les tourmentaient plus souvent qu'à son tour, Ross respectait trop les femmes pour avoir recours à une belle de nuit, et ce d'autant que, de par son métier, il savait ce qu'était leur vie. En outre, et surtout, une telle démarche eût été une parodie de ce qu'il avait partagé avec sa femme. Il avait bien songé à se remarier Miles, il n'avait pas encore croisé la route d'une candidate susceptible de lui convenir. L'épouse d'un juge devait être forte et indépendante. La sienne devait être de surcroît capable d'évoluer avec la même aisance dans les hautes sphères de la société à laquelle appartenait sa famille que dans le monde ténébreux de Bow Street. Enfin, il lui faudrait se contenter de son amitié, car il ne saurait être question d'amour entre eux. Il s'était juré de ne plus jamais aimer. Il avait trop souffert à la mort d'Elénore. Son cœur s'était fendu en deux. Si seulement il pouvait ignorer ses besoins physiques aussi facilement que son besoin d'amour. Durant des dizaines d'années, le numéro 4 de Bow Street avait servi de résidence privée, de bureau ouvert au public et de cour de justice. Quand Sir Ross Cannon avait été promu aux fonctions de juge, 10 auparavant, ses pouvoirs et ses juridictions s'étaient tellement étendus qu'il avait dû investir le bâtiment adjacent. Aujourd'hui, le numéro 4 lui servait essentiellement d'appartement, les bureaux, les salles d'audience, les archives et les cellules en sous-sol où l'on interrogeait les prisonniers occupaient le numéro 3. Sophia mémorisa très vite le plan du numéro 4. Elle dénicha le garçon de course aux cuisines, où il déjeunait à une grande table en bois. C'était un jeune homme brun, dégingandé, qui s'empourpra copieusement quand elle se présenta. À peine lui eut-elle remis le hue and cry et demandé de récupérer ses affaires dans le garni qu'elle occupait, qu'il s'empressa de disparaître tel un terrier affairé à pourchasser un rat. Soulagée de se retrouver seule, Sophia pénétra dans la pièce contiguë qui servait de cellier. Un grand fromage rond, un pot de beurre, une cruche de lait et de la viande étaient posés sur des étagères. La tension accumulée au cours des dernières heures la submergea soudain, et elle se mit à trembler tandis que ses yeux s'emplissaient de larmes. Dieu du ciel comme elle le haïssait. Il lui avait fallu réunir toute sa force et toute sa volonté pour s'asseoir dans la même pièce que ce Sir Ross Cannon
et affichait une apparence sereine alors que son sang bouillonnait dans ses veines. Non seulement elle était parvenue à lui dissimuler l'antipathie qu'il lui inspirait, mais elle avait l'impression d'avoir éveillé son désir. Elle avait surpris la petite flamme caractéristique dans ses yeux. Tant mieux. C'était le but recherché. Car ce n'était pas un meurtre qu'elle prévoyait d'accomplir. Ce qu'elle projetait de faire était bien pire. Elle avait l'intention de ruiner la vie du juge, de le faire souffrir jusqu'au jour de sa mort si possible, et le destin semblait servir ses projets. Dès qu'elle est tombée sur cette annonce, dans le Times, stipulant que l'on recherchait un assistant pour les bureaux de Bow Street, un plan avait commencé à germer dans son esprit. En décrochant cet emploi, elle aurait accès aux archives, et elle finirait bien par trouver un moyen de détruire la réputation de Sir Ross et de le forcer à démissionner. D'après la rumeur, certains policiers étaient corrompus, ils se livraient à des descentes illégales, des brutalités, des intimidations, et ne se gênaient pas pour intervenir hors de leur juridiction. Tout le monde savait que Sir Ross et ses hommes exerçaient à leur propre loi. Si les preuves de ces agissements étaient révélées publiquement, Sir Ross, ce parangon d'honnêteté, serait irrémédiablement discrédité. Sophia se proposait de réunir toutes les informations allant dans ce sens afin de provoquer la chute du juge. Mais elle ne s'arrêterait pas là. Sa trahison irait beaucoup, beaucoup plus loin. Elle comptait séduire celui qui passait pour un moine à Bow Street, l'amener à tomber amoureux d'elle avant de les conduire magistralement. Sophia sécha ses larmes et appuya le front contre une étagère en soupirant. Elle se vengerait de Sir Ross, l'homme qui lui avait pris l'être auquel elle tenait le plus au monde, son frère, John, qui opposait désormais dans une fosse commune avec les voleurs et les assassins. Se ressaisissant, Sophia se remémora ce premier entretien avec Sir Ross. Ce dernier ne correspondait pas du tout à l'image qu'elle s'était faite de lui, celle d'une brute, d'un être pédant et corrompu. Elle n'avait pas prévu qu'il serait séduisant. Mais il l'était même si l'admettre l'horripilait. C'était un homme dans la force de l'âge, grand et bien bâti, un peu trop mince peut-être. Ses traits nettement dessinés avaient quelque chose d'austère, à cause peut-être de ses épais sourcils bruns, qui jetaient comme une ombre sur les yeux les plus extraordinaires qu'elle n'eût jamais vus. Des yeux gris pâles, dont éclat rappelait la blancheur lumineuse des éclairs. Ce qui l'irritait le plus, c'est le tempérament de feu qu'elle avait deviné sous la façade glaciale. En outre, il émanait de lui l'autorité tranquille de ceux qui savent y prendre des décisions et vivre sans que leurs conséquences, quelles qu'elles soient, engendrent et la moindre chance d'ébranler leur existence. La porte de la cuisine qui donnait sur la rue s'ouvrit. Sophia sortit du cellier et découvrit une jeune femme brune menue, aux dents gâtées, mais au regard franc. La cuisinière supposa-t-elle, en lui adressant un sourire amical. « Bonjour », dit timidement la femme avec une petite révérence. « Puis-je vous aider ?»« Je suis mademoiselle Sidney, la nouvelle assistante de Sir Ross. » « Son, assistante ? Mais vous n'êtes pas un homme ?»« Non, pas vraiment, » répondit Sophia d'un ton léger. « Je suis Elisa, la cuisinière. Il y a une autre servante Lucie et le garçon de course Ernest. Je l'ai déjà rencontré. » À la faveur de la lumière qui entrait par des fenêtres à battants, au sol dallé de pierre, équipé d'un grand réchaud permettant de faire chauffer plusieurs récipients en même temps, mais à des températures différentes, et est une rôtissoire encastrée dans le mur, elle ne peut retenir une exclamation admirative. « Oh, ce doit être fantastique de cuisiner dans un endroit pareil. » Elisa fit la grimace. « Ce n'est pas que le travail ne fait peur, mais je préfère cuisiner à l'ancienne, comme ma mère me l'a appris. Ce réchaud est trop compliqué pour moi. Je pourrais peut-être vous aider. J'adore cuisiner. Ce serait très gentil, mademoiselle, » s'écria Elisa ravie. Sophia passa en revue les nombreux ustensiles, les plats, les pots, les moules en cuivre qui avaient besoin d'un bon récurage. Sur un buffet se trouvaient des linges de cuisson tachés, les passoires étaient encrassées, et une odeur nauséabonde se dégageait de l'évier qui n'avait pas été lavé depuis longtemps. Tout le monde mange à la cuisine. Le maître, les servants, les agents, expliqua Elisa en désignant la table qui occupait le centre de la pièce,